Je crois que Darmanin, il abuse un petit peu, il veut tellement recruter toujours plus de policiers pour réprimer les manifestations qu'il est obligé de faire des faux en cire au musée Grévin, quoi. Ou alors c'est juste pour rendre hommage à la répression policière de ces dernières années, je sais pas trop. Allez, salut tout le monde, on est mardi et on sera encore présent tout le reste de la semaine à 18h, sauf s'il y a du retard, mais environ 18h. Donc si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne loupez aucun épisode Actu Réfractaire. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec une mise à jour de la guerre en Palestine avec les informations du lundi 30 et du mardi 31 octobre. On prépare d'ailleurs une série de vidéos d'analyse sur la question palestinienne au Canard Réfractaire, donc la chaîne est disponible en description si t'es pas encore abonné. Et aussi, j'en profite pour faire la pub, tu as le dernier Monde Diplomatique qui est sorti, je vous recommande chaudement ce journal-là, qui est je pense le meilleur média que nous avons en France et qui permet de réfléchir sur les questions internationales avec de très nombreux articles qui parlent notamment de la guerre en Palestine. Allez, on va commencer avec le Hamas. Il détiendrait 240 otages encore à Gaza et ils ont bombardé récemment la ville d'Askelon sans faire de blessés. Les principales confrontations ont lieu au nord de Gaza et sur le littoral, là où l'armée israélienne a fait son incursion. Des vidéos de propagande ont d'ailleurs été diffusées par le Hamas. Voilà, maintenant on va passer à la partie sur l'armée israélienne et là ça va être un petit peu plus long. On va déjà commencer avec la bande de Gaza. Les bombardements massifs ont continué, 300 frappes rien que pour lundi. Des antennes télécom ont été visées, des ambulances ont été visées, des camps de réfugiés ont été visés, encore une fois, mais aussi des hôpitaux à Gaza avec des frappes soit à proximité des hôpitaux, soit directement dans les hôpitaux. Des hôpitaux qui sont largement d'ailleurs occupés par des enfants. En tout, 12 hôpitaux et 46 cliniques sont fermés à Gaza en raison des bombardements ou du manque de carburant, ce qui laisse à penser, comme on l'a vu hier, qu'il va y avoir une montée exponentielle des morts puisque les Palestiniens sont à la fois bombardés et incapables de pouvoir se soigner. Reporters sans frontières ont eux montré que la mort d'Hishan Abdallah, journaliste pour Reuters, est bien due à un bombardement de l'armée israélienne et pourtant il était clairement identifiable comme un journaliste. Depuis l'accélération du conflit le 7 octobre, 26 journalistes ont été assassinés, 4 par le Hamas et le reste par l'armée israélienne. Concernant l'attaque terrestre, l'armée israélienne a publié de nombreuses vidéos montrant la quantité de tanks prêts à investir Gaza, la préparation des soldats, puis les premières incursions de l'armée dans Gaza avec des tanks sur les plages. Pas mal d'images circulent aussi de Palestiniens assassinés par l'armée de terre israélienne, notamment cette vidéo capturée par un journaliste où un char tire sur une voiture voulant faire demi-tour à Gaza. La destruction de la moitié de la bande de Gaza pousse aussi les habitants à dormir dans les voitures. Maintenant, pour la Cisjordanie, l'autre territoire palestinien sous contrôle de l'État israélien, là-bas aussi, l'intensité du conflit s'accélère. Les bombardements israéliens se multiplient alors qu'ils étaient rares avant. Les Palestiniens sont chassés de leur maison par des Israéliens suprémacistes avec des maisons brûlées. L'armée israélienne, elle, organise des arrestations massives avec des opérations ciblées. Une loi a d'ailleurs été votée en Israël permettant de mettre en prison toute personne coupable en Cisjordanie de proximité avec le Hamas, permettant de fait à l'armée israélienne d'emprisonner arbitrairement les Palestiniens. La Cisjordanie est, elle, officiellement gouvernée par le Fatah avec l'autocrate Abbas, qui est en rupture avec le Hamas et qui est très conciliant historiquement avec l'État israélien. Le renforcement de la répression en Cisjordanie montre bien que la cible n'est donc pas le Hamas, mais l'ensemble des Palestiniens. Et je ne dis pas ça par hasard, puisque tu as un document fuité et authentifié par Wikileaks qui montre que le gouvernement israélien, dès le 13 octobre, c'est-à-dire 6 jours après l'attaque du Hamas, envisageait déjà de chasser les Palestiniens de la bande de Gaza vers le désert du Sinaï égyptien et ceux de la Cisjordanie vers la Jordanie. Objectif, faire un nettoyage ethnique contre les Palestiniens pour récupérer le reste des territoires palestiniens. Une preuve qui explique la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie qui mélange bombardement, déplacement de population, évacuation forcée des hôpitaux et le refus de l'aide humanitaire. Ils veulent que les Palestiniens fuient leur terre. Afin de justifier leurs crimes de guerre, les diplomates israéliens à l'ONU sont venus avec des étoiles jaunes avec inscrit « Plus jamais ça ». Quant à Netanyahou, il a pris publiquement la parole disant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu avec encore une fois une évocation biblique. Mais la situation pour Netanyahou n'est pas si facile. On en parle de plus en plus souvent sur cette chaîne-là parce que Netanyahou est très contesté. Récemment, de nombreux patrons de la tech refusent l'union nationale et appellent à la démission de Netanyahou, un premier ministre en pleine polémique après la publication dans un journal israélien d'un document datant de 2016 signé par le gouvernement de Netanyahou, un document prévoyant l'attaque du Hamas et demandant d'agir le plus rapidement possible, ce que le gouvernement de Netanyahou n'a pas fait. Niveau international, l'État états-unien a laissé passer 39 camions humanitaires dans la bande de Gaza
ce qui est largement insuffisant pour les besoins de la population. Ils ont accusé aussi le Hamas de capter du carburant pour ces attaques au détriment des hôpitaux de Gaza qui sont bombardés largement par l'armée israélienne. Bizarre ce... Bon bref. Les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran revendiquent eux une attaque au drone directement contre Israël. Un envoyé spécial à l'ONU en Syrie cette fois, lui dit que la guerre en Palestine a déjà débordé en Syrie avec des frappes israéliennes, mais que le pays doit faire face aussi à une guerre civile et à des bombardements de l'État turc au nord qui a provoqué déjà 120 000 déplacés. Des frappes israéliennes ont aussi été menées au Liban et il y a eu 80 arrestations après l'émeute en Russie contre l'avion israélien dont on vous parlait hier. Et pour terminer, The Guardian révèle qu'un ministre britannique a été licencié après avoir voulu soutenir l'idée publiquement d'un cessez-le-feu en Palestine. Voilà, ça c'est les informations concernant la Palestine que nous avons rassemblées. On vous met ça là devant vous à disposition, vous en faites ce que vous voulez et en attendant, on va passer au reste de l'actualité réfractaire. Évidemment, si tu veux être au courant de ce qui va se passer en Palestine, je t'encourage à t'abonner. On est plus de 35 000 là, ça peut être pas mal de dépasser les 50. 4 mois après les révoltes pour Naël, Elisabeth Borne a tenu un comité interministériel des villes, ou le CIV, dans lequel les ministres devaient présenter des mesures pour les quartiers populaires. Et ben on va voir ce que ça donne. Elisabeth Borne, en premier, a demandé au préfet de ne plus attribuer de logements sociaux aux personnes les plus précaires dans les quartiers prioritaires afin de pousser la mixité sociale. Seulement, les loyers y sont généralement moins chers et l'offre de logement social y est beaucoup plus importante que dans les autres quartiers. La première ministre n'a pour autant pas annoncé pour compenser un plan d'ampleur de construction de nouveaux logements sociaux. Donc la question c'est, si les personnes les plus précaires ne peuvent plus aller dans les logements les moins chers, et ben où iront-ils? Le gouvernement a aussi annoncé un fonds de 300 millions d'euros pour favoriser l'entrepreneuriat dont la moitié ira dans les quartiers, encore une fois. L'idée serait de ramener vers le travail les populations qui en sont le plus éloignées par l'entrepreneuriat, sachant que tu as plusieurs études qui ont déjà prouvé qu'il était plus difficile d'obtenir ne serait-ce qu'un entretien d'embauche pour les personnes qui ont des noms qui ne sonnent pas assez français. Un plan de rénovation thermique du bâti a aussi été annoncé. La veille de la CIV, de ce truc interministériel là, c'est Éric Dupond-Moretti qui s'est exprimé sur des mesures contre les jeunes émeutiers. Il propose pour eux un placement de nuit. C'est-à-dire que les mineurs en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire ou ayant du sursis, pourraient être placés en centre de protection judiciaire de la jeunesse de 22h à 6h du matin. Si les jeunes ne respectent pas le placement, ils pourraient finir en centre éducatif fermé, donc des prisons pour mineurs. Selon le ministre, les jeunes sont un peu décalés, ils dorment le jour et vivent la nuit, ce qui fait qu'on les retrouve après dans les émeutes. Il n'y a pas d'autre raison que ça, de violence policière ou d'énorme inflation ou de pas de perspective sociale. Non, c'est juste que décalage, c'est tout. Pas plus. Peut-être que c'est à cause des jeux vidéo, ça. Hein. Évidemment, ce serait la responsabilité des parents et notamment des mamans solo qui laissent leurs enfants la nuit faire tout ce qu'ils veulent, simplement parce que eux travaillent la nuit. D'autres mesures répressives ont été annoncées, comme des indemnités allant de 100 à 500 euros qui iraient dans des fonds d'aide aux victimes, et ça à la charge des mineurs. L'encadrement de jeunes délinquants par des militaires a aussi été à l'ordre du jour. Globalement, les annonces mettent beaucoup en cause les habitants des quartiers, mais ne luttent pas vraiment sur les causes réelles des révoltes de cet été, que ce soit au niveau donc de l'inflation, de l'absence de perspective sociale ou alors des violences policières. Donc en réalité, ils ne font que préparer les prochaines révoltes. Et en parlant de révolte, on prend le bateau qui ne pollue pas avec des rames pendant très longtemps, on traverse tout l'Atlantique comme ça pour aller au Panama. La semaine dernière, des manifestations ont secoué le pays, les principaux axes routiers ont été bloqués, tiens. Et la cause de tout ça, une loi passée discretos par le gouvernement afin de reconduire l'exploitation de la plus grosse mine de cuivre d'Amérique latine, et ce pendant un minimum de 20 ans. Évidemment, l'exploitation minière crée énormément de pollution, notamment des eaux. Le texte a été adopté en quelques heures sans débat au Parlement et proclamé par le président en une seule journée. On se croirait presque en France, les gars. Hein, elle a fait son 15e 49.3, Elisabeth Borne, là. Voilà, juste petit détail comme ça. Le blocage des routes est particulièrement redoutable, hein, puisque du coup, tout est bloqué. Hein. Les écoles sont fermées, l'administration est à l'arrêt, l'approvisionnement des commerces est impossible. Bref, c'est toute l'économie qui est stoppée. De quoi faire rapidement changer d'avis le président panaméen. Surtout que pour l'instant, le mouvement est porté par les syndicats, mais s'ils se font déborder, le gouvernement craint des violences importantes. Et surtout, craint qu'il ne va pas pouvoir négocier, comme ils n'ont pas pu négocier par exemple avec nous les Gilets jaunes. 3 recours ont été d'ailleurs
déposés au tribunal contre la mine. Évidemment, tous ces grands mouvements populaires pour nous sont très importants et on suivra ça attentivement et on vous tiendra au courant de toute l'évolution. Et vous saviez peut-être qu'on était une dizaine à bosser sur les deux chaînes réfractaires à Canard et à Actu, et c'est pour ça qu'on vous prend la tête un petit peu avec les dons réguliers sur Tipeee, parce que c'est ça qui nous permet de garder notre indépendance, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer ces vidéos, et si vous êtes suffisamment nombreux, à pouvoir les développer et proposer encore d'autres choses, sachant que sur Tipeee, les dons sont arrêtables à tout moment, donc dès que vous en avez marre, vous pouvez arrêter tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un conseil que Macron a appliqué récemment. Alors pas donné au Tipeee du Canard, je vous rassure. Par contre, se débarrasser de choses dont il en a marre, ça il l'a très bien fait. C'est le président du conseil d'orientation des retraites qui a pris dans les dents et qui vient d'être viré. Il prend la porte après 9 années à la tête du conseil. Le successeur de Pierre-Louis Brasse sera nommé dans la semaine en conseil des ministres et on fera une mise à jour rapidement dès que ça arrive. Apparemment, il y a Laurent Berger qui recherche un travail et qui est bien docile, donc peut-être que voilà, il y a un CV qui a été déposé au gouvernement, voir s'il accepte ou pas. Les proches d'Elisabeth Borne le garantissent, ce n'est pas une sanction, alors qu'il était sur la corde raide depuis plusieurs semaines. Et évidemment, les syndicats et tous ceux qui ont un peu suivi les affaires durant la réforme retraite n'en croient pas un mot, vu que le conseil d'orientation des retraites mené par Pierre-Louis Brasse pendant la réforme a fait énormément de comptes rendus et d'analyses montrant les mensonges du gouvernement et la non-nécessité de cette réforme des retraites. Et c'est ça qui a foutu le seum au gouvernement, c'est que des fonctionnaires n'obéissaient pas à la ligne politique du gouvernement et proposaient des analyses qui étaient ensuite utilisées comme argument pour leurs opposants. Parce que pour eux, évidemment, les fonctionnaires doivent obéir non pas à l'État ou à l'intérêt général, mais bien au gouvernement. Donc le message est clair pour le prochain président du conseil d'orientation des retraites, soit tu tiens la ligne gouvernementale, soit t'es dégagé. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne. Merci à tous de l'avoir regardé. Pensez bien à commenter la vidéo en disant même n'importe quoi, un merci, un coin, qu'importe. C'est ça qui va nous permettre en fait de pouvoir être valorisé par l'algorithme et être vu par plus de personnes. Vous retrouverez les sources en description. Cet épisode a été écrit par Ellie et monté par Wassim. Et on se retrouve donc demain vers 18 h et pour une actu réfractaire. Des bisous.